Alors c'est parti pour cette nouvelle capsule sur la régulation de la fonction de reproduction chez la femme. On a vu précédemment chez l'homme que la fonction de reproduction permettait de produire une synthèse continue de spermatozoïdes ainsi qu'une sécrétion constante de testostérone, ce qui permettait de maintenir entre autres des caractères sexuels secondaires. Et bien chez la femme, on est un petit peu dans la même logique, c'est toujours pour favoriser la procréation et donc assurer la survie de l'espèce. Alors, qui dit reproduction chez la femme dit intervention des voies génitales. Et on va commencer par l'utérus. Donc l'utérus, comme on le voit sur cette coupe transversale ici, donc qui est un organe qui est composé ici d'un muscle qu'on appelle le muscle utérin ou myomètre, et puis d'une zone interne qu'on appelle l'endomètre, et puis d'une cavité centrale qu'on appelle la lumière. Alors cet endomètre va être important puisque c'est lui qui va recevoir le futur embryon, c'est-à-dire là où va se placer, va se réaliser l'anidation. Alors ce qu'il faut retenir donc pour la structure de l'utérus, eh bien c'est la présence de cet endomètre et la présence de ce myomètre ou muscle utérin dont on verra le rôle juste après. Alors l'utérus va subir, comme vous le voyez ici sur cette photographie, des transformations tout au long du cycle. Alors, petit rappel, chez la femme, en moyenne, le cycle dure 28 jours. Il démarre avec les règles, du jour 1 au jour 5, pour se donner une idée. L'ovulation a lieu pour un cycle de 28 jours au 14e jour. Alors, si on regarde l'aspect de la paroi utérine donc, au cours de ce cycle, on va se partir ici sur des coupes transversales. Alors, on va se situer ici par exemple avant l'ovulation. On reconnaît le myomètre, le muscle utérin, et ici l'endomètre, qui jusqu'à l'ovulation va être en croissance, va augmenter son épaisseur. On distingue à l'intérieur de l'endomètre l'apparition de glandes et de vaisseaux sanguins, mais rien n'est actif pour l'instant. À l'ovulation et dans les jours qui suivent l'ovulation, eh bien on constate que l'endomètre prend un aspect tout à fait différent. Il a un aspect assez dentelé, d'ailleurs on va l'appeler la dentelle utérine. Et à l'intérieur de cette dentelle utérine, eh bien, il y a des vaisseaux sanguins très spiralés, très développés, et les glandes qui avaient commencé leur croissance dans la phase précédente, eh bien, deviennent actives et sécrètent, comme on va le voir, un mucus. Quelques jours donc avant la fin de ce cycle, eh bien, l'endomètre change d'aspect et il commence à se désagréger. Et quand la désagrégation se réalise, qu'il y a donc des hémorragies, que l'endomètre est chassé, eh bien, ce sont les règles et le début du cycle suivant. Alors, si on regarde donc sur un schéma, finalement, si on résume les transformations cycliques de l'utérus, eh bien, ce cycle démarre toujours par les règles. Dégradation donc de l'endomètre avec hémorragie. Au bout de 3 à 5 jours, l'endomètre, entre guillemets, se régénère, il est en croissance, les vaisseaux sanguins réapparaissent et les glandes également réapparaissent. Dès le 14e jour, enfin dans les jours qui suivent l'ovulation, eh bien cet endomètre devient actif. Les glandes sécrètent un mucus, on va donc parler de phase sécrétrice. Et les vaisseaux sanguins sont très, très développés, et ça sera important, comme on va le voir, pour le futur embryon. Donc le cycle utérin, les règles, une phase de prolifération jusqu'au jour 14, une phase sécrétrice jusqu'à la fin du cycle. Et après le jour 28, on recommence un cycle suivant. Alors, au niveau de l'utérus, il y a une zone particulière de l'utérus sur laquelle on va s'intéresser quand même un petit peu, c'est important. C'est ce qu'on appelle le col de l'utérus. Eh bien, le col de l'utérus sécrète un mucus. Et quand on regarde l'aspect de ce mucus pendant tout le cycle, eh bien, on se rend compte que en dehors des périodes d'ovulation, eh bien, ce mucus est très dense. Il va empêcher le passage des spermatozoïdes. Alors que autour de la période d'ovulation, dans les quelques jours autour de la période d'ovulation, eh bien, ce mucus est très lâche, présente des espaces, et donc les spermatozoïdes pourront passer du vagin à l'utérus et se diriger vers les trompes où se trouve un éventuel ovocyte.
Alors, autre organe qui a son importance, puisque c'est lui qui va être à l'origine de la production du gamète femelle. Il s'agit de l'ovaire. Alors l'ovaire présente lui aussi une évolution cyclique. Sur 28 jours, comment ça se passe? Eh bien, si on prend du jour 1 au jour 14, eh bien, dans l'ovaire, on constate que un follicule va démarrer une croissance, il va devenir de plus en plus gros. Alors qu'est-ce qu'un follicule? C'est un ensemble de cellules, un massif de cellules qu'on va appeler des cellules folliculaires. Et au sein de ce massif existe ici une petite cellule dont on voit le noyau ici. Eh bien il s'agit du gamète femelle, l'ovocyte. Alors il va changer d'aspect tout au long de la phase folliculaire, donc il va y avoir de plus en plus de cellules folliculaires, et au jour 14, ce follicule va se rapprocher de la paroi de l'ovaire, il va s'ouvrir et libérer dans les trompes cet ovocyte. Deuxième partie, alors cette phase-là s'appelle la phase folliculaire, puisque caractérisée par la croissance du follicule. Deuxième phase du cycle ovarien, eh bien, elle concerne l'évolution de ce follicule. Les cellules folliculaires se transforment, se différencient en d'autres cellules qu'on va appeler des cellules lutéales. Elles prennent une couleur un peu jaunâtre. Et s'il n'y a pas fécondation, eh bien, ces cellules lutéales qui forment en fait maintenant ce qu'on appelle un corps jeune, eh bien, ce corps jeune va dégénérer. Et le cycle suivant va redémarrer avec la croissance d'un follicule, d'un autre follicule. Alors, le cycle ovarien et le cycle utérin sont bien synchronisés. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que globalement, qu'est-ce qui est important? C'est qu'au moment de l'ovulation, eh bien, il y ait un utérus qui soit apte à recevoir le futur embryon. Et c'est le cas pendant toute la phase folliculaire. L'utérus est en phase proliférative, l'endomètre se développe. Au moment de l'ovulation et donc dans les jours qui vont suivre, l'utérus va rentrer en phase dite sécrétrice, c'est-à-dire que les glandes vont être actives, les vaisseaux sanguins vont être très développés pour pouvoir entrer en contact ici avec les cellules embryonnaires. Donc on a un cycle utérin et ovarien qui sont synchronisés, et cette synchronisation est nécessaire pour la procréation ici, pour la reproduction, et notamment ici pour la fécondation et la nidation du futur embryon. Alors voyons un petit peu comment se réalise cette synchronisation. Eh bien, elle est contrôlée par des hormones ovariennes. Alors, l'ovaire ici, va sécréter deux types d'hormones, œstrogène et progestérone. L'utérus, quant à lui, notamment l'endomètre utérin, ne va sécréter aucune hormone. Alors comment les deux cycles vont-ils être synchronisés? Pendant toute la phase folliculaire au niveau du cycle ovarien, les taux d'œstrogène augmentent. Les taux d'œstrogène augmentent parce que il y a de plus en plus de cellules folliculaires, donc du coup, de plus en plus de cellules qui peuvent sécréter des œstrogènes. On arrive d'ailleurs à un pic d'œstrogène 24 ou 48 heures avant l'ovulation. Alors, quel effet a l'œstrogène? Eh bien, les œstrogènes ont pour effet de favoriser la croissance de l'endomètre et l'apparition des glandes et des vaisseaux sanguins. Donc, les œstrogènes sont responsables de la phase prolifératrice de l'endomètre. Au moment de l'ovulation, ici, on voit apparaître, alors le taux d'œstrogène baisse un tout petit peu, mais surtout on voit apparaître deux hormones, et notamment une nouvelle hormone qui est la progestérone. Alors quels sont les effets d'œstrogène et de la progestérone? Eh bien, œstrogène et progestérone vont avoir pour effet de rendre fonctionnelles les glandes ici de l'endomètre utérin. Elle va rendre l'utérus apte à recevoir un futur embryon. De plus, la progestérone a un autre rôle, c'est une hormone qui va favoriser la gestation. Favoriser, gestérone, la gestation, en calmant en fait les contractions du muscle utérin. Parce que si jamais il y a un embryon qui s'est implanté, ce serait quand même dommage que par des contractions du muscle utérin, eh bien cet embryon soit éliminé. Donc on a un synchronisme
entre le cycle ovarien et le cycle utérin grâce aux hormones ovariennes. Alors c'est bien beau, on comprend maintenant pourquoi il y a des variations cycliques de l'aspect de l'utérus. On comprend qu'elles sont contrôlées par justement une cyclicité de l'activité de l'ovaire, mais justement maintenant, comment est déterminée cette activité cyclique de l'ovaire? Eh bien, comme chez l'homme, eh bien, on a voilà, un complexe hypothalamo-hypophysaire qui va contrôler en fait l'activité des ovaires. Alors petit rappel, comme chez l'homme, dans le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc qui est une partie nerveuse, en partie nerveuse, eh bien l'hypophyse va sécréter deux hormones que sont la LH et la FSH. Cette hypophyse va être sous le contrôle elle-même donc d'une partie nerveuse qu'on appelle l'hypothalamus, qui va sécréter une neurohormone qu'on appelle la GnRH. Alors pour simple rappel, quand les pulses de GnRH sont peu importants et que la fréquence est également faible, finalement les taux de FSH et de LH vont être également plutôt faibles. Par contre, si l'hypothalamus est actif et qu'il sécrète de grandes quantités de GnRH, et ce avec une pulsatilité très importante, très rapprochée, ça va fortement stimuler la sécrétion de FSH et de LH. Alors voyons maintenant comment la mise en place de rétrocontrôle, donc entre l'axe hypothalamo-hypophysaire et les ovaires, va permettre de comprendre qu'il existe un cycle menstruel. Alors commençons en début de phase folliculaire. Alors au début du cycle, le follicule est en croissance, mais il est encore assez petit, il y a peu de cellules folliculaires et donc finalement il y a peu d'œstrogènes qui sont fabriqués. S'il y a peu d'œstrogènes, le rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire va être négatif. Peu de sécrétion de GnRH, donc peu de sécrétion de FSH et de LH. Malgré tout, les cellules folliculaires sont extrêmement sensibles à la FSH. Et donc, malgré la faible concentration de FSH, ça va quand même stimuler la croissance du follicule. Approchons-nous maintenant de la période d'ovulation. Le follicule a grandi, il est proche de l'ovulation, il y a beaucoup de cellules folliculaires, et donc on sécrète beaucoup d'œstrogènes. Et cette fois-ci, l'œstrogène qui à faible concentration exerçait un rétrocontrôle négatif, à forte concentration, passé un certain seuil, va exercer un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus va sécréter une quantité importante et avec une grande pulsatilité de GnRH. La GnRH, en grande quantité, va stimuler la production de FSH et de LH, et quelques heures avant l'ovulation, on a un pic de sécrétion de FSH et de LH. Alors, je vais m'intéresser au pic de LH. Le pic de LH va être responsable de l'ovulation. Et un ovocyte va pouvoir être émis dans les trompes. La LH aussi va provoquer la différenciation des cellules folliculaires en cellules lutéales, c'est-à-dire les cellules constitutives du corps jaune. Donc voyons ce qui se passe dans cette dernière partie. Donc nous avons un corps jaune qui sécrète cette fois-ci des œstrogènes et de la progestérone. Ensemble, ces deux hormones exercent un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous avez compris, peu de FSH et peu de LH. Peu de FSH, peu de LH, et donc pendant cette deuxième partie du cycle, il n'y aura pas de reprise de croissance d'un nouveau follicule. On ne sait jamais si un embryon s'était formé à ce moment-là. Alors à la fin du cycle, dans le cas où il n'y a pas eu donc fécondation, le taux de LH très bas ne permet plus le maintien du corps jaune et le corps jaune va dégénérer. Les taux d'œstrogène et de progestérone vont diminuer et le rétrocontrôle qui était négatif va le devenir un tout petit peu moins, mais quand même le rester.
Cette très légère augmentation du taux de FSH va permettre la reprise de la croissance folliculaire et le début du cycle suivant.